Vous avouerez quand même que c'est plutôt bizarre que sur cette chaîne je parle de sujets ayant pour thème principal le post-apo depuis moult années, mais que je n'en ai jamais réellement parlé. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Au moment où cette chronique sortira, la chaîne aura fêté ses 5 années d'existence sur YouTube. Et j'en ai raconté des trucs en 5 ans. Mais pour autant, et malgré le fait que le post-apo soit un thème que j'apprécie énormément pour de multiples raisons, je n'en ai jamais réellement parlé de manière exclusive. C'est vrai, après tout, je vous ai distillé ici et là quelques infos, quelques œuvres, mais je n'ai jamais vraiment pris la peine de creuser le sujet en profondeur. Allez, on va remédier à ça et voir si au final, il y a des trucs à dire. Bon, en vrai, oui, sinon vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas de vidéo. On ne va pas refaire ici tout l'historique et passer en revue l'intégralité des œuvres. Il y aurait bien trop à dire et la vidéo serait bien trop longue. Cela étant, on peut tout de même citer quelques titres comme Le Dernier Homme de Jean-Baptiste Cousin de Grainville, paru en 1805, considéré comme la première œuvre post-apo et dans laquelle l'humanité est menacée par une stérilité à grande échelle. H.G. Wells a également écrit plusieurs romans sur le thème post-apocalyptique. La nouvelle La Machine à explorer le temps, publiée en 1895, ou, bien plus connue, La Guerre des mondes de 1898. Comme vous pouvez le constater, le post-apo ça ne date pas d'hier, et depuis, il y a eu bien d'autres titres déclinés sous la forme de romans, de films, de séries, et plus récemment, si je puis dire, si on part de 1805, de jeux vidéo. Le post-apocalyptique est un sous-genre de la science-fiction qui dépeint la vie après qu'une catastrophe ait mis à mal une civilisation. Sous-genre, certes, mais genre à part entière. Parfois utilisé pour ses aspects ultra-violents, il repose sur un délicat équilibre entre une civilisation perdue et un chaos naissant. En règle générale, il met en scène une confrontation de la réalité sociale à la dure réalité physique. C'est à la fois la fin du monde et un nouveau départ, et ce qui fait la plus grande force du post-apo, c'est les contradictions constantes que l'on peut y trouver. Les œuvres post-apocalyptiques se déclinent de façon assez vaste, néanmoins, et là je parle d'une manière générale, on peut y retrouver une certaine esthétique commune et des thèmes très souvent abordés. Dans la multitude d'œuvres, deux critères se retrouvent assez souvent. La société a été détruite et les protagonistes vivent dans les ruines de l'ancienne civilisation. Après, tout dépend du degré de destruction et de comment la nature humaine va survivre. La plupart des œuvres offrent une vision où la société est détruite, ses valeurs oubliées ou bafouées et où 90% de l'humanité a disparu. Mais d'autres auteurs privilégient un monde plus ambigu et plus proche d'une autre, où des sociétés ont été reconstruites avec des nouvelles lois et des nouvelles règles, ou même des situations identiques aux nôtres, où seule l'autorité centrale de l'État a disparu. Au-delà des thèmes classiques de la survie, de la violence, de l'environnement hostile à l'espèce humaine, la plupart des œuvres post-apocalyptiques se servent de ce décor pour amener une réflexion sur sa place par rapport à ses semblables et à la société. Et c'est là que ça devient délicieusement bon, quand les auteurs s'amusent avec leurs personnages en les faisant évoluer en dehors de tout cadre, au-dessus de toutes les lois, révélant leur vraie nature avec tout leur cortège d'absurdité. Le genre post-apo est en fait une sorte de laboratoire social dans lequel on expérimente sur les rapports humains. On trouve régulièrement les thèmes du solitaire contre le groupe, de la coexistence des comportements altruistes, égoïstes et agressifs, ou le télescopage des nostalgiques de l'ancienne civilisation, des aficionados de l'anarchie nouvelle et des visionnaires voulant créer une nouvelle manière de fonctionner. Le choix du type d'apocalypse est également intéressant car il reflète les craintes de la société à l'époque où l'œuvre a été conçue. La crainte du nucléaire pendant la guerre froide, les catastrophes écologiques ou industrielles dans les années 80, la pandémie dans les années 90, tandis que les années 2000 semblent craindre les catastrophes naturelles ou les actes de terrorisme à grande échelle. La fin du monde a été imaginée de multiples façons, mais de grands thèmes reviennent souvent. Nucléaire, le plus classique, naturel où tout part des éléments naturels avec des éruptions de volcans, collision d'un astéroïde avec la Terre ou changement climatique en conséquence directe de l'action de l'homme, biologique avec l'apparition d'une pandémie qui décimerait l'espèce humaine en très peu de temps. Il y a également l'apocalypse industrielle avec une catastrophe de grande ampleur, un désastre écologique massif ou de façon globale une pollution telle que l'homme ne peut plus vivre sur la surface de la Terre. Une de celles que je préfère, c'est l'apocalypse sociale. Une chute de la société simplement due à l'effondrement des liens sociaux, à une ruine économique massive, un épuisement des ressources naturelles qui amène une asphyxie de la société ou à des affrontements interethniques ou religieux. C'est sans doute l'une des moins violentes, encore que.
L'homme contre lui-même face à ses erreurs qui ont conduit à cette situation. Parmi les scénarios un peu plus farfelus, ou pas d'ailleurs, tout dépend comment on voit les choses, on peut citer l'apocalypse technologique avec tout ce qui concerne les IA et autres cyborgs qui détruisent l'humanité. Enfin, comment ne pas citer les apocalypses zombies ou encore extraterrestres, où la part belle est faite à ces étranges créatures qui mettent à mal tout notre modèle sociétal. Survivre est une chose, mais survivre à des choses encore inconnues jusqu'à ce jour en est une autre. Le post-apocalypse dans la pop culture a connu une évolution remarquable depuis son apparition. Bien que les œuvres post-apocalyptiques existent depuis longtemps, leur popularité a considérablement augmenté ces dernières décennies. Au début, les œuvres se concentraient principalement sur les effets immédiats de l'apocalypse, tels que la destruction massive et la survie de quelques individus. Elles mettaient souvent en scène des héros courageux et isolés qui se battaient contre des hordes de mutants ou de zombies pour sauver le monde. Au fil du temps, cependant, la représentation du post-apo dans la pop culture a évolué pour devenir plus complexe et réaliste. Les œuvres se concentrent maintenant davantage sur la société et la façon dont les survivants tentent de reconstruire un semblant de vie normale dans un monde dévasté. Cela se reflète dans la musique, les films, les séries et les jeux vidéo post-apocalyptiques. La musique est devenue plus sombre et plus introspective, reflétant les thèmes de survie, de perte et de désespoir. Les films et les séries ont commencé à explorer les causes et les conséquences à long terme de l'apocalypse, mettant souvent en scène des communautés organisées et des personnages complexes avec des motivations complexes elles aussi. Les jeux vidéo sont devenus plus immersifs, offrant souvent des choix moraux difficiles et mettant l'accent sur la survie et la résolution de problèmes. L'évolution de la pop culture post-apocalyptique a également été influencée par les événements réels tels que la guerre froide, la menace nucléaire et les catastrophes naturelles. Les œuvres post-apocalyptiques ont souvent été utilisées pour explorer les peurs et les préoccupations de la société à propos de ces événements et en fin de compte, l'évolution de la pop culture post-apocalyptique reflète notre fascination pour les situations extrêmes et notre désir de savoir comment nous pourrions survivre et se reconstruire dans un monde dévasté. Particulièrement prolifique, le genre post-apo attire de plus en plus de lecteurs et de spectateurs. Cette popularité s'est encore accélérée dans les années 2000-2010 et ne semble toujours pas s'infléchir. Mais qu'est-ce qui rend l'apocalypse si attrayante au fond et surtout, pourquoi aimons-nous autant voir l'humanité s'effondrer sous nos yeux? Premier point, l'aspect de notre monde moderne une fois la catastrophe survenue. En effet, si l'apocalypse fascine autant, c'est d'abord pour les transformations esthétiques radicales qui résultent d'un cataclysme majeur. L'apocalypse redessine les contours de nos villes et de nos créations, et contempler la fin du monde devient ici une sorte d'art visuel, un courant de plus en plus populaire qui admire ce que l'homme a construit puis abandonné. La vision post-apocalyptique devient également le reflet d'un fantasme moderne, celui de la solitude. Plus de foule, plus d'attentes interminables, plus de places bondées, toute la ville pour soi et rien que pour soi. Ce fantasme de la solitude agit comme un révélateur d'une époque moderne devenue asphyxiante où l'individu se noie dans la masse consumériste et capitaliste des autres. L'apocalypse provoque, par définition, un effondrement total de la société, et qui dit total dit fin des lois. Le monde post-apocalyptique fascine, autant par son esthétisme que par ce qu'il provoque chez l'homme. Débarrassé du vernis des convenances sociales, de la justice et de l'ordre, l'humanité revient aux fondamentaux. Le monde d'après donne l'occasion de contempler l'espèce humaine sans garde-fou dans un monde impitoyable qui engendre des êtres impitoyables. Dès lors, que devient l'homme sans loi et sans morale? Un monstre ou autre chose qui ne correspond pas à nos vieilles normes de citoyens occidentaux et modernes. Cependant, le changement de normes n'entraîne-t-il pas également un changement de morale? Si les exemples sinistres ne manquent pas dans le genre apocalyptique, il arrive aussi que les choses se passent mieux pour l'homme, et c'est certainement l'un des points les plus attrayants dans ces œuvres de fin du monde qui pullulent à l'heure actuelle, un nouveau départ. Lorsque l'on parle d'apocalypse, on parle aussi forcément de la suite. Le genre post-apocalyptique permet une chose incroyable et qui semble inépuisable, la réinvention de notre société humaine. Car si imaginer les façons de détruire l'homme paraît terriblement pessimiste, il faut aussi comprendre que cela permet d'inventer un nouveau départ et, de facto, dépeindre une nouvelle version de notre communauté. Rien ne dit cependant que les choses s'améliorent. Des survivants se réfugient dans les profondeurs du métro moscovite pour reconnaître un monde qui ressemble tragiquement au précédent. L'humanité survit à la verticale dans un système qui ressemble beaucoup à l'ancien mais en pire. Ce nouveau départ permet parfois à l'homme de se projeter vers l'ailleurs en imaginant des moyens d'éviter de survivre à la catastrophe qui menace.
Dans notre époque ultra anxiogène où les menaces ne manquent pas, le genre apocalyptique revêt une dimension préventive. Si le lecteur et ou spectateur prend un certain plaisir pervers à se faire peur, c'est aussi un bon moyen pour le mettre en garde contre les périls qui menacent. Au-delà du classique affrontement final entre le bien et le mal, ce qui attire ici particulièrement dans le genre apocalyptique, c'est la diversité des fins imaginables pour l'homme. Qu'elles soient nucléaires, virales ou bien encore écologiques, les façons de mourir pour l'homme sont nombreuses. Les événements réels tels que, entre autres choses, la guerre froide, la peur des armes nucléaires ou les pandémies ont grandement influencé la création de la pop culture post-apocalyptique. Les créateurs puisent souvent dans leur propre expérience pour créer un monde dévasté. Au fil des années, les thèmes et les caractéristiques ont évolué pour refléter les changements de la société et les préoccupations contemporaines. La pop culture post-apocalyptique s'est diversifiée pour inclure de nouveaux formats tels que les jeux vidéo, les bandes dessinées et les séries télévisées, formats qui ont permis d'explorer des histoires plus complexes et des univers plus vastes. Le post-apo est devenu extrêmement populaire ces dernières années, dû en partie à l'incertitude et à la peur de l'avenir dans le monde réel, ainsi qu'à l'attrait de l'aventure et de la survie. Il offre une réflexion sur l'avenir de la société et sur les choix que nous faisons aujourd'hui en matière de politique, d'environnement et de technologie, et ces histoires peuvent servir de rappel de l'importance de la coopération, de la résilience et de l'adaptabilité pour survivre dans un monde instable. Le post-apo a eu un impact sur la société en influençant les modes de pensée, les attitudes et les comportements des gens avec des histoires parfois inspirées des mouvements sociaux, des innovations technologiques ou des changements culturels. Genre artistique qui a évolué et s'est diversifié au fil des ans, reflétant les préoccupations de la société et offrant des réflexions sur l'avenir de l'humanité, le post-apo, en dépit de son atmosphère de désespoir et de survie extrême, inspire l'espoir, la coopération et la résilience. À l'image des rêves ou des cauchemars que nous faisons, c'est une échappatoire. On aime le genre pour se rassurer, on aime éventuellement la survie pour les mêmes raisons, mais on n'aimerait pas nécessairement vivre tout ça réellement. Cette vidéo se termine, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Qu'aimez-vous réellement dans le post-apo? Pensez-vous qu'il peut rassurer ou, au contraire, faire davantage peur? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!